Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler Vendée Globe, pour faire le débrief de cette 77e journée de compétition. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, on parlera des différents concurrents après une journée d'hier qui avait été assez importante au niveau des arrivées. Ça s'est quand même pas mal calmé. Avec seulement l'arrivée dans quelques instants de Benjamin Dutreux. Clarisse Kremer va arriver également dans la nuit. Et on parlera également d'un protocole un petit peu particulier pour Benjamin Dutreux. Je pense que ça sera le même pour Clarisse Kremer, vu la situation météo en ce moment, qui n'est pas simple et qui ne va pas s'arranger dans les heures à venir du côté des Sables d'Olonne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Ça se passe dans les commentaires, je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également rajouter la petite cloche. Bon, on commence tout de suite avec Benjamin Dutreux, parce qu'hier on a déjà fait une grande vidéo de 40 minutes sur les 9 premiers concurrents, donc on va revenir sur Benjamin Dutreux. Aujourd'hui, Benjamin Dutreux, il est à 25 000 de l'arrivée, donc il est en train vraiment de finir. Il est même passé, Benjamin Dutreux, parce que oui, 25 000 de l'arrivée par rapport à la porte normale, mais en fait pas par rapport à la porte tempête, donc normalement il est arrivé. Il a franchi la ligne d'arrivée, Benjamin Dutreux, le 10e du classement. Que dire de la course de Benjamin Dutreux? Il a fait une course quand même solide. Il vient d'arriver. Il est arrivé à 16h41, donc il est arrivé il y a une dizaine de minutes. Benjamin Dutreux, donc qui est le 10e du classement de cette épreuve. Alors Benjamin Dutreux, il a fait une belle course parce qu'il fait quand même 77 jours. Il y a encore quelques années, 77 jours, t'étais dans les 3-4 premiers. Ce qui est marrant avec Benjamin Dutreux, c'est qu'il a fait une course quasiment tout le temps en arrière. C'est-à-dire que si on regarde bien, il a rarement été dans le top 10 à part sur la fin. Benjamin Dutreux. Si on regarde bien sa course, il a toujours été plutôt dans un deuxième groupe. Parce que lors du début de course, il n'est pas forcément très rapide en tout début de parcours. Voilà, il est en début de top 10. Il part vers l'ouest, donc il rate pas l'option de l'ouest. Mais il perd quand même des positions et se retrouve avec le petit groupe Romain Tadasio, Pip Air, avec également au début Damien Seguin. Et puis dans la catapulte, il ne peut pas tenir la cadence des autres bateaux, donc il reste avec Romain Attanasio. Donc ils sont éjectés de la catapulte bien avant Justine Métro, donc ils prennent tout de suite beaucoup de retard, notamment par rapport aux concurrents de devant, et même par rapport au groupe Boris Herman, Clarisse Kremer. C'est-à-dire que par rapport à Clarisse Kremer, il s'est retrouvé à avoir 300-400 000 de retard à un moment. Et puis, il fait un océan Indien qui n'est pas dégueulasse. Il arrive un petit peu à reprendre du rythme après les Kerguelen. Et là, on va voir sa fin d'océan Indien, où il va réussir à s'échapper. Vous voyez, au niveau des Kerguelen, il arrive à s'échapper par rapport à Romain Attanasio et Pip Air. Ensuite, il passe le Cap Lewin. Là, à ce moment-là, il est quand même 14e. Il va remonter sur Clarisse Kremer et Samantha Davis quand elles vont se faire bloquer par la zone de molle. Lui, il va être moins arrêté dans cette zone de molle, donc ça lui permet de remonter. Et il fait un Pacifique de qualité où il arrive à suivre leur cadence. Et surtout, lui, il ne s'arrête pas au point Nemo comme Samantha Davis, il continue. Au Cap Horn, comme Clarisse Kremer, ils sont arrêtés, donc Samantha Davis revient à ce moment-là. Et ensuite, la remontée de l'Atlantique Sud, où ça a été la bagarre avec Clarisse Kremer. En fait, ça a été la bagarre avec Clarisse Kremer, concrètement, dans tout le Pacifique et tout l'Atlantique Sud, où ils sont restés ensemble. Parce qu'il prend l'option S qui n'a pas fonctionné. Mais il arrive à revenir ensuite dans les Alizés. Et puis après, il finit un petit peu plus fort que Clarisse Kremer, mais juste un petit peu plus fort. Et c'est ce qui lui permet de prendre cette 10e place à la fin du côté de Benjamin Dutreux. Pour moi, c'est vrai qu'on faisait la comparaison, on avait dit en tout début de course, avec Maxime Sorel.
parce que les deux ont été des révélations. La différence, c'est que Dutreux, par rapport à Maxime Sorel, et je crois que ça a été l'erreur de Maxime Sorel, c'est que lui, Dutreux, il n'est pas parti, si je me rappelle bien, on va regarder ça sur Wikipédia, même attentivement pour être sûr, il n'est pas parti sur un bateau neuf, alors que Maxime Sorel est parti, lui, sur un bateau neuf. Et je pense que ça a été l'erreur de son adversaire, c'est-à-dire que lui, il est parti sur un bateau qui datait de 2015. Il est passé d'un non-foiler à un bateau à foil, mais il n'est pas du tout parti sur un bateau moderne. C'est même le premier bateau de la génération 2016 à l'arrivée. Ce Hugo Boss, qui est devenu Guyot Environnement Water Family. Maxime Sorel a voulu partir sur un bateau neuf, et je pense que, encore une fois, ça a été une erreur de la part de Maxime Sorel. Il a voulu un petit peu griller les étapes. Et ça a été une erreur, surtout qu'il a fait un bateau qui a eu beaucoup de problèmes de fiabilité, le bateau de Maxime Sorel, et surtout qui n'était pas rapide, parce que en gros le bateau de Maxime Sorel, même si c'était un bateau neuf, bah, comme il l'a fini en 2022, il n'a pas eu le temps vraiment de réfléchir tant que ça à des innovations. Par exemple, c'était pas un bateau qui était avec un avant arrondi. Voilà, il avait encore un avant en pique, par exemple. Donc je trouve que ouais, du côté de Maxime Sorel et Dutreux, c'est vrai qu'on compare un petit peu les deux, parce que c'était les révélations du dernier Vendée, et je trouve que Dutreux a été plus intelligent dans sa manière de faire que Sorel. Voilà, il n'est pas parti sur un bateau neuf, il est parti sur un bateau qui était un peu plus âgé, même s'il savait qu'il aurait du mal à jouer avec les meilleurs. Je trouve quand même que cette 10e place, bah, c'est un très bon résultat pour lui. Il avait déjà fait une bonne fin de Vendée Globe il y a 4 ans, parce que voilà, il avait été très bon il y a 4 ans, Benjamin Dutreux. Bah, je trouve que là, il arrive, alors il bat pas sa meilleure performance en place, parce qu'il avait fait 9e en 2020, mais il arrive encore à faire top 10. Donc ça, c'est quand même encore une belle performance. Et puis, bah, ça continue quoi, avec ce bateau. Il arrive à évoluer. 5e de The Ocean Race, qui n'avait pas été un super résultat pour lui. Et donc, il avait fait déjà 10e de la Jacques Vabre. Là, il fait encore 10e. Ouais, il a fait une belle saison encore. Avec cette course et avec ce nouveau bateau. Et je pense que ça a été une bonne idée, voilà, de ne pas partir sur un bateau neuf. Il est parti sur un bateau en plus qu'Alex Thompson avait fini 2e du Vendée à l'époque, donc on savait que c'était un bateau rapide, même si c'était un bateau qui était exigeant. Et il a été efficace avec ce bateau, Benjamin Dutreux, donc il peut être fier vraiment de sa course, parce que je trouve qu'il a été efficace voilà, sur cette épreuve. Donc c'était vraiment pas mal du tout ce qu'il a fait. Donc il a vraiment réussi à être performant. Voilà, et il a été efficace avec ce bateau. Et il évolue avec le même sponsor aussi, hein, on voit, et il fait une course solide. Parce que il revient vraiment de l'arrière et il a réussi à faire une belle performance. Donc non, bravo. Bravo Benjamin Dutreux sur cette édition du Vendée Globe. Alors Benjamin Dutreux, vous allez voir, il va avoir une trajectoire assez particulière. Pourquoi? Il va pas passer le chenal. Parce qu'il y a le vent. Le chenal n'est plus vraiment praticable. Et en plus, le village est fermé. C'est pas forcément intéressant. Il ferait une arrivée avec 0 personne en fait sur le bord. Sur le bord. En plus, c'était limite au niveau de l'entrée du chenal parce que c'était 17h leur limite. Vous voyez qu'il arrive à 16h41. Donc c'était un peu chaud voilà, du côté de Benjamin Dutreux. Donc Benjamin Dutreux va à La Rochelle. Clarisse Kremer, il n'y a pas eu d'information du côté d'Occitane en Provence, mais je pense qu'elle fera la même chose. Parce que vraiment les conditions d'entrée dans le chenal dans les heures à venir vont être très compliquées. Hein. Vous voyez la tempête avance, ça va même être des dernières heures de course très très compliquées hein, pour elle. Parce qu'il lui reste, normalement elle doit arriver je crois vers 20h, entre 20h et 22h. Donc là il est 17h.
Donc ça veut dire dans 4 heures, vous voyez, dans 4 heures, ça va être vraiment pleine tempête. Donc faut déjà qu'elle cravache fort désormais, Clarisse Kremer. Mais elle va être dans du vent extrêmement costaud et ça va vraiment pas être facile pour elle. Donc c'était déjà le cas il y a 4 ans, ça va être encore le cas cette année pour Clarisse Kremer. Mais qui pourra être quand même satisfaite de sa course. Parce que tu t'aperçois que bah, vraiment son problème technique à l'entrée du Pacifique lui a coûté très cher. Lui a coûté très cher parce qu'elle se retrouve plus dans le même schéma météo, elle se retrouve dans un schéma météo où elle est complètement arrêtée avec Samantha Davis. Et c'est vrai que ça lui a coûté extrêmement cher cette situation-là du côté de Clarisse Kremer, mais je trouve que sa course était intéressante. Je trouve qu'il y a une belle évolution entre 2020 et 2024 entre les deux éditions du côté de Clarisse Kremer. Alors elle a dit qu'elle repartirait pas sur un prochain Vendée certainement. C'est pas une question de sponsor, c'est une question surtout d'envie de la part de Clarisse Kremer. Encore une fois, elle a un enfant aussi. Dans 4 ans, là cette année il avait 1 an, mais dans 4 ans il aura 5 ans, donc c'est-à-dire un enfant qui va en maternelle. Donc ça peut être compliqué de gérer ce genre de situation. Et puis bon, encore une fois, les 4 dernières années qui ont été compliquées aussi entre les deux Vendées. Je pense que voilà, elle a besoin de faire un break pour le moment. On la verra peut-être. Je me dis en tant que co-skipper sur des bateaux, peut-être pour une route du Rhum ou des courses comme ça. Mais un Vendée Globe, c'est exigeant aussi. Préparer un Vendée Globe, préparer un budget de Vendée Globe, c'est pas forcément évident. Et voilà, je pense que du côté de Clarisse Kremer, il y avait l'envie un peu de se reposer. Et puis quand on voit la performance aussi qu'est en train de faire Tanguy Le Turquet, il y a peut-être l'idée de se dire bah ouais, Tanguy, c'est peut-être lui qui partira pour un Vendée Globe en 2028 et moi je resterai à la maison et peut-être avec un bateau à foil du côté de Tanguy Le Turquet, peut-être avec un projet plus ambitieux. Donc il y a peut-être cette idée-là aussi du côté de Clarisse Kremer. Mais je pense que c'est surtout les 4 dernières années qui ont été compliquées. Alors, je sais pas trop comment ça va se passer pour Clarisse Kremer, parce qu'on sait toujours pas si elle va arriver à La Rochelle. Je pense qu'elle sera obligée de passer par La Rochelle. Donc, ces bateaux-là repasseront le chenal. Vous inquiétez pas. Là, ils rentrent à La Rochelle pour se mettre à l'abri. Le bateau de Benjamin Dutreux, je pense que ça va être pareil pour Clarisse Kremer. Mais ces bateaux-là vont ensuite passer le chenal dans des conditions plus calmes. Là, le vrai problème, en fait, c'est le chenal. Je pense que Clarisse Kremer va adopter la même stratégie que Benjamin Dutreux. Parce que je vois pas trop l'intérêt d'aller dans le chenal dans ces conditions-là. Enfin voilà, ça a peu d'intérêt. Voilà, du côté de Clarisse Kremer, je trouve. Donc voilà, on verra comment ça va se passer pour elle. Pour l'instant, on n'a toujours pas l'information. On continue avec Samantha Davis, Boris Herman. On voit que Boris Herman n'est pas totalement à l'arrêt, même si ça va pas très vite. En fait, il attend, comme Samantha Davis, un peu que la dépression s'en aille. Voilà, vous voyez, là le vent va être impressionnant sur notamment la Bretagne. Je pense que vraiment la Bretagne va prendre cher demain, notamment, parce que c'est plus demain où il y aura le fort vent. Et donc, du côté de Samantha Davis, on attend. Pour le moment, elle disait c'était hyper frustrant. Elle a fait une longue vacation ce matin, que vous pouvez retrouver sur le site du Vendée. Je crois qu'elle dure quasiment 25 minutes, sa vacation, où elle dit c'est très frustrant parce que oui, j'aimerais être à l'avant de la course, j'aimerais passer la ligne d'arrivée. Je suis pas forcément contente d'être à l'arrêt, mais c'était trop dangereux et elle le dit très franchement. Elle a été, en fait, c'est la direction de course qui l'a appelée pour savoir qu'est-ce qu'elle voulait faire. Donc c'est à elle qu'on a proposé en premier la proposition d'aller à La Rochelle, sauf qu'elle disait que même La Rochelle c'était pas si évident que ça par rapport à la tempête, parce que elle disait qu'elle est obligée de longer les côtes, c'est ce que va faire Dutreux, et qu'avec le vent ça allait vraiment pas être facile et que le port de La Rochelle était peut-être pas très facile non plus à emprunter. Donc elle disait que c'était vraiment le plus compliqué, le plus technique. Donc elle préférait attendre. Et Boris Herman, lui, n'était pas vraiment dans cette configuration-là avec ses problèmes techniques. Bon, il avance quand même, Boris Herman, il est passé 12e, mais
Pour l'instant, il va attendre quand même que le gros du vent passe. Il le dit, hein, il est plutôt reposé en ce moment, Boris Herrmann, parce qu'il va pas hyper vite, il attaque pas au niveau du bateau. Donc voilà, c'est plutôt tranquille pour lui. Pour le moment, toujours 900 000 d'avance, parce qu'en fait, Romain Attanasio, lui, va passer à l'ouest de Madère. Il va faire partie de ceux qui vont passer à l'ouest de Madère. Voilà, du côté de Romain Attanasio, qui est encore dans une zone de transition. Eux, on regarde un petit peu la météo, ils vont se retrouver dans pas de vent. Ouais, pendant encore quelques heures, hein, ce qui va les ralentir. Et ensuite, ils retrouveront du vent, mais que dans 48 heures. Donc, ils vont avoir ouais, une grosse journée d'accalmie. Ça pourrait peut-être revenir un petit peu de l'arrière. On a Damien Seguin qui est avec Isabelle Yoshke pour le moment. Alors 17 et 18, même si encore une fois c'est parce qu'ils sont plus loin de la route idéale que Benjamin Ferré. Mais en gros, voilà, ils continuent d'avancer, ils sont un peu devant au général normalement. On a Giancarlo Pedoté, donc Benjamin Ferré parce qu'il est plus proche de la route idéale. Donc c'est pour ça qu'il a une petite avance. On voit que Tanguy le Turquet est désormais à une centaine de milles, mais c'est aussi par rapport à la direction que prend l'un et l'autre. Hein. On voit que Tanguy prend une option plus est que Benjamin Ferré, donc on verra laquelle est la bonne pour cette bagarre du côté des bateaux à dérive droite, en sachant que je pense que Jean Le Cam a été parti plus ouest. Je pensais vraiment qu'il allait faire route directe, Jean Le Cam. J'ai l'impression qu'il s'est ravisé. Mais encore une fois, on a peu d'informations en ce moment sur la course, parce qu'il y a assez peu de vidéos qui sortent de la part des concurrents pour nous expliquer un petit peu leur stratégie. On voit quand même que Corrad et Jean Le Cam vont vite, hein, quasiment 400 000 de parcouru navigation auprès. Donc c'est vraiment des très très grosses moyennes des deux. Et Corrad Coleman, je trouve quand même qu'il fait un super Vendée et qu'il a montré que même avec un bateau avec moins d'énergie fossile, eh ben, on est quand même capable d'aller vite du côté de MS Amelin. Et non, il a été hyper efficace avec son bateau, donc bravo Corrad Coleman. Bon, bravo Jean-Luc Ham aussi hein, pour le moment, mais à 65 ans de faire ça, c'est quand même une grosse perf. Et Alan Roura va vite aussi, hein, 428 000. Alors Alan Roura, hein, bon, je vais revenir encore sur ma célèbre phrase, mais Alan Roura, il n'a pas réussi à être régulier sur ce Vendée. C'est-à-dire il a fait quelques journées comme ça, ultra rapides. Il y a eu aussi des journées extrêmement lentes. Il n'a pas réussi à avoir une vitesse régulière. C'est-à-dire d'un jour à l'autre, il y avait des grosses variations de vitesse. Et j'ai l'impression quand même du côté d'Alan Roura, c'est qu'il a eu un bateau, mais qu'ils n'ont jamais réussi à comprendre le bateau. Il n'a jamais réussi, j'ai l'impression, sur les 3 dernières années. Il s'est dit, je vais prendre une machine de guerre, ça va être efficace. Sauf qu'en fait, ils n'ont jamais compris le bateau. C'est comme un pilote de Formule 1 qui a une super voiture, une équipe qui a une super voiture en début de saison, mais qui ne comprend pas sa voiture, parce qu'en fait, ils ont juste copié les équipes d'à côté, et qui ne sait pas comment faire évoluer sa voiture. Bah, c'est un peu pareil du côté d'Alan Roura. Ils ont essayé de modifier plein de fois le bateau. Ils ont fait d'énormes modifications. Ça n'a pas rendu le bateau plus rapide. Et il n'a pas été plus efficace avec le bateau. Donc je trouve que le projet il a pris pas mal de gens inexpérimentés hein, sur ce projet, des gens parfois qui ne venaient pas du monde de la voile. Il aurait peut-être fallu quand même un mec qui tienne un peu la baraque sur ce projet-là. Et c'est peut-être ce qui a manqué autour d'Alan Roura. On descend dans le classement. Vous avez donc Guirec Soudé qui a passé le poteau noir, il y avait pas mal de grains, donc là maintenant il retrouve de la vitesse, 273 000 de parcours sur les 24 dernières heures. Alors que le petit groupe Violette d'Orange Arnaud Boissière, bah, lui il va attaquer le poteau noir, avec Kojiro et Louis Duc qui sont en fait déjà dedans, et qui sont même bien arrêtés dedans. Sébastien Marseille va un petit peu plus vite, avec Violette d'Orange, et c'est en fait Arnaud Boissière pour le moment qui arrive à aller un petit peu plus vite avec son bateau. Il a fait une belle vidéo en filmant par une des trappes du bateau. Voilà Arnaud Boissière. Pas beaucoup plus d'informations là aussi du côté de ce groupe-là, encore une fois. Assez peu de vidéos. Antoine Cornic, bah ça avance. Alors, elle disait, ça avance pas très vite. Il y a des grains un petit peu partout, mais la cigogne avance du côté d'Antoine Cornic. Donc voilà, il essaye de faire avancer, je rappelle, le plus ancien bateau de la flotte, Human Immobilier, un bateau de 2006. Et puis derrière, on a Oliver Air, toujours, et Jinkuchu. 3 montées en bas hein, du côté de Jinkuchu pour réparer. Et il a réussi à réparer, il semble, du côté de Jinkuchu, malgré 3 montées au mât. Et à chaque fois, ça a été compliqué
Du côté de Jinkunchu, derrière, toujours la bagarre entre Manuel Cousin qui s'échappe un peu, comme le disait Fabrice Amédéo, et puis Fabrice Amédéo 33e, et surtout Denise Van Winberg, 275 000, Denise Van Winberg, il se rapproche, Denise Van Winberg, il y a 116 000 de retard désormais, c'est pas grand chose du côté de Denise Van Winberg, donc il y a une vraie bagarre, hein, entre les deux, et Fabrice Amédéo qui regarde Manuel Cousin, mais il devrait regarder Denise Van Winberg, en sachant que Denise Van Winberg, il est toujours à 300 000 hein, de Manuel Cousin, même si Manuel Cousin essaye de s'échapper avec son bateau, donc c'est assez intéressant également la bagarre entre ces trois bateaux. On regarde les statistiques pour finir cette vidéo. Les statistiques, eh bien, sur les 24 dernières heures, c'est Alan Roura qui a été le plus vite, 442 000, largement devant Conrad Coleman, qui est deuxième de ce classement, parce qu'il y a Paul Meillat qui est toujours dans le classement, mais qui est arrivé. Benjamin Dutrot a quand même fini fort, en étant quatrième de ce classement, devant Clarisse Kramer. Jean-Luc Ham, premier bateau à dérive droite, et sixième, devant Benjamin Ferré et Tanguy Le Turquet. Alors les deux ont fait une distance équivalente, mais encore une fois, pourquoi la distance a augmenté au classement? Parce que Benjamin Ferré est plus proche de la route idéale que Tanguy Le Turquet, mais les deux ont fait... il y a 10 km d'écart, voilà, à l'avantage de Benjamin Ferré, et puis Giancarlo Pedote, Emmanuel Cousin, qui est dans le top 10 aujourd'hui, Emmanuel Cousin, donc on voit qu'il a été vite avec son bateau, et Denise Van Winberg est à 11 629 km désormais de l'arrivée. Les prochaines arrivées, les prochaines estimations, donc Clarisse Kramer, entre 21h et minuit, c'est pas une émission de radio pour l'Occitane en Provence, mais je pense pas de passage de chenal demain. Alors pour l'instant, voilà, encore une fois, on n'arrive pas à avoir d'informations là-dessus. Samantha Davis, Boris Herman pour le 1er février, Romain Athanasiou entre le 1er et le 2, entre les 2 et le 4 pour Damien Seguin, Giancarlo Pedote, et sinon les autres dates n'ont pas évolué pour le moment. Donc le dernier concurrent arriverait toujours entre le 25 et le 28 février prochain. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Désormais, elles sont un petit peu plus courtes, hein, du fait qu'il y a quand même moins de concurrents. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures, notamment le biathlon sur la chaîne. Allez, ciao, ciao!